Un des objectifs de la révision constitutionnelle de juillet 2008 est de renforcer les pouvoirs du Parlement. Pour améliorer le travail législatif, la Commission devient le pivot de la vie parlementaire. Désormais, la discussion en séance ne porte plus sur le texte du gouvernement, mais sur celui élaboré par la Commission. Au lieu de discuter du texte du gouvernement, nous allons discuter du texte du gouvernement amendé par la Commission. C'est-à-dire que tous les amendements qui sont adoptés par la Commission seront intégrés au texte du gouvernement et c'est ce texte amendé qui viendra en débat. Donc nous n'aurons pas en séance plénière les débats qui ont eu lieu pour installer les amendements de la Commission. Donc ça peut être un avantage dans la mesure où il y avait toujours sur les textes un certain nombre de réécritures, d'imperfections, et que ça va alléger la séance plénière de ce côté-là, et ça va donner sans doute plus d'importance au travail des commissions. Avantage pour le Sénat, l'examen en séance du texte de la Commission peut apparaître comme un inconvénient pour le gouvernement, car désormais il devra réagir au texte adopté par la Commission et non plus aux propositions de modification de la Commission. Il est traditionnel que lorsqu'il y a un débat sur un projet de loi, en séance, le gouvernement soit là, bien sûr, pour pouvoir défendre son texte. Si on devait prévoir dans les règlements des assemblées que certaines dispositions, voire la totalité des dispositions d'un texte législatif soient votées en commission, il serait anormal que le gouvernement ne puisse pas, de la même manière, participer à la discussion. Les sénateurs détermineront dans leur règlement interne les modalités selon lesquelles les ministres pourront être entendus lors de l'examen du texte en commission. Mais pour l'heure, ils s'opposent à une présence permanente du gouvernement en commission. Il y a une interprétation qui dit que les ministres pourraient être présents en commission pour la délibération et le vote. Ce n'est pas les conclusions du Sénat. Ça existait sous la 3e, sous la 4e République. C'était le texte de la commission. Jamais les ministres ne sont venus et pourtant c'était un régime parlementaire. À l'usage, un équilibre va s'instaurer entre le Parlement et le gouvernement. Mais pour l'instant, une chose est sûre, en examinant en séance le texte de la Commission, la discussion devrait se concentrer davantage sur l'essentiel d'un projet de loi. La séance en sera donc allégée et plus dynamique. Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles. Et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Tu sais, quand on fait de la dégustation, on joue sur le plaisir. Tu te souviens? Le but, si tu veux, c'est que tu essayes de manger et que tu y trouves vraiment du plaisir. Il a 11 ans, il s'appelle Mohamed et il est obèse. La caméra de Cyril Ménéguin le suit dans un centre spécialisé où il tente de maigrir avec d'autres enfants de son âge. Tout le poids du monde, un documentaire intimiste de Cyril Ménéguin sur Public Sénat, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Bonsoir à tous, vos 3 rendez-vous de début de soirée sur Public Sénat, le journal de 18h. Parmi nos invités, Pierre Mauroy qui réagira à l'actualité politique du jour. Et puis cette question, pourquoi les villepininistes profitent de l'attente du jugement de l'affaire Clearstream pour relancer la carrière de leur champion? Nous poserons cette question au député Jean-Pierre Grand. À 18h30, Déshabillons-les, l'émission de décryptage de la communication politique avec Hélène Risser. Le thème ce soir, quand un scandale emporte un élu. Et puis à 19h, Conversation d'avenir avec Jacques Attali, consacré au futur d'Israël. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique de ce mardi 27 octobre. Voici les titres. Le débat sur l'identité nationale se glisse dans le plan d'aide à l'agriculture. Nicolas Sarkozy célèbre à Poligny le rapport singulier que les Français entretiennent avec la terre. 650 millions d'euros d'aide, 1 milliard de prêts vont être engagés avant la fin de cette année.
Nouveau contour pour un service civique volontaire proposé aux jeunes, plus de moyens, un débouché sur la vie professionnelle. La proposition sénatoriale veut faire oublier l'échec de la précédente formule lancée en 2006. Amende et peine de prison avec sursis, condamnation de l'Église de la Scientologie, un jugement qui fera date, mais la Scientologie va pouvoir poursuivre son activité. Invité du 18h, Georges Fenech, le président de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Les hommes clés de l'Angola Gate ont été condamnés tout à l'heure à des peines de prison ferme. 6 ans pour Pierre Falcone, arrêté à l'audience. 6 ans également pour Arkady Guedamac, à qui la justice reproche un commerce d'armes illicite. 1 an ferme et 2 ans avec sursis à l'encontre de Charles Pasqua pour trafic d'influence. 3 ans dont 21 mois avec sursis pour Jean-Charles Marchiani. Messieurs Pasqua, Guedamac et Falcone ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Un plaidoyer avec des accents que l'on ne lui connaissait guère. Nicolas Sarkozy a défendu l'agriculture qui a donné, a-t-il dit, à la France une partie de son âme. Son discours de Poligny dans le Jura visait d'abord à annoncer un plan d'urgence face à la crise. Au passage, le chef de l'État a jugé inacceptable l'écart de prix entre ce que touchent les producteurs et ce que paient les consommateurs. Fabrice Cunet. Bonjour. 1 heure après les annonces de Nicolas Sarkozy, le président de la FNSEA a le sourire. Le plan d'urgence est globalement à la hauteur de la crise. 1 milliard d'euros de prêts à taux réduits et 650 millions d'aides. Le tout mis en œuvre avant la fin de l'année. Le plan annoncé par le président de la République va dans le bon sens. Mais jamais un plan aussi important soit-il ne remplacera une politique de prix pour assurer un bon revenu à nos paysans. La crise que traverse la filière laitière est dans toutes les têtes et l'inquiétude encore bien présente. Pourtant, Nicolas Sarkozy a tenu un discours très volontariste sur l'encadrement des prix. Pour remédier à cette instabilité des prix, il faut mettre en place de véritables outils de régulation. Problème, il faudra convaincre ses partenaires européens et pour l'instant, la Commission européenne n'est pas disposée à discuter d'une telle régulation. Sur la volonté des autres pays de faire un consensus et de faire une majorité pour arriver à faire de la régulation, à faire de l'organisation des filières et tout ça, je suis un peu inquiet aussi. Mais si le président arrive à faire un axe fort franco-allemand, je dis ok. Les discussions avec Angela Merkel vont s'engager dès demain, avec en ligne de mire la loi de modernisation de l'agriculture, mais surtout la réforme de la politique agricole commune prévue en 2013. Sans terrain d'entente, Nicolas Sarkozy devra revoir ses ambitions à la baisse. Et en boitant le pas au chef de l'État, François Fillon estime que la crise de l'agriculture n'est pas qu'économique, elle est aussi une question identitaire, a lancé le Premier ministre aujourd'hui. Le débat s'enflamme sur l'identité nationale. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, s'est attiré de nombreuses critiques à gauche tout à l'heure sur l'instrumentalisation de ce thème et l'amalgame immigration-identité. Éric Besson participait, vous l'avez suivi, aux questions cribles du Sénat. En marge de la polémique sur l'identité nationale, la question de la transmission des valeurs de la République et de la citoyenneté est au cœur du service civique volontaire proposé par un texte sénatorial. Il s'agit de remplacer le service civil mis en place il y a maintenant 3 ans mais qui n'a jamais vraiment décollé. Reportage de Pierre Bonte-Joseph. Entre 18 et 25 ans et ont choisi de consacrer 9 mois de leur temps aux autres. Paul, Warren, Isis, ces 8 jeunes venus de milieux très différents vont faire sortir de terre un jardin, mais un jardin utile. Là, on fait un jardin pédagogique, ce qui va permettre... il y a des gens qui vont venir le visiter. Pour que les enfants qui, aujourd'hui, pour certains, pensent que le lait vient des briques du supermarché, leur faire découvrir qu'il y a des légumes qui poussent dans la terre juste à côté de chez eux. En France, chaque année, 2500 jeunes choisissent cette formule. Nicolas Sarkozy veut aller plus loin. Porté par le groupe RDSE du Sénat, le nouveau service civique se veut plus attractif, avec notamment la mise en place d'un tuteur et la reconnaissance des acquis. Violaine, l'animatrice du groupe, réfute d'ailleurs toute idée de faire de l'occupationnel. J'ai pas l'impression de faire juste du jardinage. Les différences, c'est important, les différences culturelles, pas juste tolérer, mais les découvrir et apprendre à les aimer aussi, comme le fait de vivre ensemble sur un même territoire. Au printemps prochain, ces modes de terre auront cédé leur place à des végétaux rares. Ces jeunes adultes, eux, auront acquis un peu plus de maturité, ce qui ne les empêche pas de garder parfois une âme d'enfant.
La piste de l'assassinat relancée près de 30 ans après la mort de l'ancien ministre du Travail, Robert Boulin, selon plusieurs témoignages, dont celui de l'ancien ministre gaulliste Jean Charbonnel. Robert Boulin a été victime d'un règlement de compte politique. À l'approche du sommet européen de Bruxelles, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker déclare son intérêt pour la présidence de l'Union et se pose donc en rival de Tony Blair et pourquoi pas un troisième candidat, suggéré il y a quelques jours, Bernard Kouchner. Silvio Berlusconi ne se rendra pas au sommet de Bruxelles jeudi et vendredi. Il a la scarlatine, maladie que lui a transmise un de ses petits-enfants. La suite du 18h, 3 questions à Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 3 questions. La première sur l'identité nationale. Le débat s'enflamme. Le gouvernement lance donc un grand débat sur cette question. Est-ce opportun selon vous? Non. Je ne comprends pas qu'un pays qui souffre une crise économique sans précédent, avec des problèmes sociaux très nombreux et très graves, qui en plus a des démêlés, c'est l'Europe, bon, que finalement on lance un problème qui a son importance, hein, mais enfin tout de même. Et puis qu'on le lance en le liant à le problème de l'immigration, puisque le ministre de l'identité nationale est aussi le ministre de l'immigration. Alors là, dites un peu, tout ça a des relents Alors historiques. il dit qu'il s'agit de réfléchir aux apports de l'immigration à l'identité nationale. L'identité nationale, écoutez, étant fier d'être français, moi je peux répondre, oui, je suis fier de français. Moi j'aime la République, j'aime, oui, la République. C'est votre définition de l'identité nationale, être fier des Français, d'être français, oui. Des Français aussi? Fier d'être français, et puis l'attachement à la République, puisque la République en France représente quelque chose de tout à fait original, quoi. Bon, elle est unique, elle est maintenant une République décentralisée. Bref, on a 1001 raisons d'aimer être français. Si on mêle ça au problème d'immigration et la mauvaise politique d'immigration du gouvernement, tout se complique, quoi. Est-ce qu'on oublie... Je n'aime pas la façon dont, par exemple, on a renvoyé les Afghans. Ces Afghans. Je trouve que c'est pas très français. Est-ce qu'on oublie aujourd'hui l'identité européenne, selon vous, dans ce débat? L'identité européenne, on y vient. Bon, enfin, ça demandera encore du temps, quoi. On n'en est pas encore là. Il y a une identité française qui passe encore avant l'identité européenne. Pour ma part, je m'inscris pour l'identité européenne et je vais assez loin sur ce plan-là. Mais c'est pas partagé par tout le monde. Deuxième question, Pierre Mauroy. On le voit, le Parti socialiste s'avance seul aux élections régionales de l'année prochaine. Les Verts, le Parti communiste défendent leur autonomie. C'est dur pour les socialistes, non? Alors que Martine Aubry rêve tout haut d'une maison commune de la gauche. On en est loin, là. Oui, elle avait raison. On a eu un mauvais congrès. On est dans une passe qui est difficile. J'ai occupé à peu près toutes les responsabilités au Parti socialiste. Je n'ai par conséquent connu des moments qui étaient aussi difficiles, et puis des moments qui étaient resplendissants, joyeux, etc. Alors, les difficultés actuelles. La difficulté actuelle, c'est que le Parti socialiste, finalement, a toujours des difficultés pour rassembler dès le premier tour. Toujours. Vraiment. Aujourd'hui, plus que jamais. Hein. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, mais qu'est-ce qui ne va pas, alors? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, mais parce que chacun cherche son identité. Chacun à gauche veut avoir son propre parti, sa propre formation, et puis il y a une concurrence qui joue, quoi. Le Parti socialiste a des difficultés, par conséquent, dites un peu, profitons-en, quoi. Et Martine Aubry aussi. C'est un peu comme ça. Mais le Parti socialiste, c'est surtout un parti du second tour. C'est bien la raison pour laquelle le président de la République veut supprimer les premiers tours, les deuxièmes tours, quoi, second tour, pour mettre les élections au premier tour. On y viendra tout à l'heure. Oui, on va y venir. Une question encore. Alors, dès lors qu'on est au premier tour, bon, ben écoutez, au premier tour, s'ils veulent pas venir, qu'ils se comptent. Et on verra bien, quoi. Est-ce que vous estimez qu'il faut... C'est la démocratie. Mais au deuxième tour, j'espère bien que tout le monde se rassemblera. Est-ce qu'il faut tendre la main d'ores et déjà à François Bayrou, selon vous? Comme ça se fait déjà, hein, de la part des socialistes localement, ça et là. Écoutez, pour le premier tour, puisque la règle pour les uns, pour les autres, etc., c'est chacun pour soi au premier tour, essayons de faire le plus de voix possible. Ben, le Parti socialiste va faire la même chose. Bon. Par contre, au second tour,
on fera le rassemblement de tous ceux qui veulent se rassembler contre la droite. Troisième question, Pierre Mauroy, on y vient à la refonte territoriale. Vous êtes vent debout contre cette réforme qui a été défendue la semaine dernière par Nicolas Sarkozy. Est-ce vraiment la décentralisation qu'on assassine? Absolument pas, dites. Moi, je ne vais pas assassiner la décentralisation. C'est mon gouvernement qui l'a lancé, avec François Mitterrand, Gaston Defferre, etc. Mais on entend ces reproches adressés aujourd'hui au chef de l'État. Tous les chefs de gouvernement qui se sont succédés ont joué la décentralisation, y compris, je crois, le dernier, un des derniers gouvernements de droite, M. Raffarin, qui a défendu la décentralisation. Bon. Mais alors maintenant, on a l'impression que le gouvernement actuel, il n'aime pas beaucoup la décentralisation. D'accord. Et par conséquent, il veut en changer l'esprit. Alors, il accepte de dire oui, continuons là, et c'est pourquoi il est capable de lancer un hymne à la décentralisation. Les intercommunalités, on continue, il faut même les stabiliser, les fixer, ne pas exactement leur périmètre, enfin bref. Ensuite, différentes mesures, je vois ça en étant avec monsieur, avec le comité Balladur. Bon, ben là, on a siégé pendant 5 mois, je crois. Pendant 2 mois, on a fait des choses, oui, on a accepté, c'était bien, etc. Bon, ou c'était tout à fait acceptable. C'est pourquoi j'ai accepté. Qu'est-ce qui est le plus inacceptable au bout du bout, selon vous, là, aujourd'hui? On y est arrivé, c'était affreux. Alors, les 2 derniers mois, on est arrivé sur les conseillers régionaux. C'était inacceptable. Alors, c'est Bing Bang, là. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était la décentralisation ou ce qu'était la République, quoi. Vous critiquez le mode de scrutin à un tour. Est-ce que vous estimez... Non, mais attendez. Oui. D'abord, on avait 2 assemblées très typées. L'une très ancienne, le Conseil général, qui avait un type d'élu près de proximité. De l'autre, le Conseil régional, qui était lié à la décentralisation, puisque c'est mon gouvernement aussi qui a créé les régions. Oui. Les régions sont des assemblées qui voient loin, parce qu'ils doivent par conséquent avoir une vue pas du territoire dans le monde, du territoire dans l'Europe. Bon, c'est ça. Alors, ça fonctionnait très bien. Elles s'entendaient très bien, ces assemblées, elles ne créaient pas de problème. Il y avait une disparité entre les élus, c'est vrai. Une disparité à cause de quoi? À cause des cantons. Parce que les cantons, 4000 conseillers généraux, évidemment, ça déséquilibrait le nombre des élus. Donc votre rejet à cette réforme est total. Oui, mais pour justement dire à la population, il y a trop d'élus, etc., il faut faire cette réforme. On pouvait en faire une autre, qui était beaucoup plus simple. C'était de reprendre le mode de scrutin municipal, qui a été créé aussi par mon gouvernement. Alors, scrutin municipal, personne ne fait de critique. C'est un mode de scrutin qui est à la fois, on peut dire, ouvert à tout le monde, à 2 tours, permettant le rassemblement, mais aussi particulier, par conséquent permettant de voter pour des personnalités. Bon, très bien, pas de critique. Bon, mais je voudrais qu'on mette ça dans la Constitution. Oui. La France, lorsqu'elle aura à voter, elle votera sur le plan municipal, sur le plan départemental et régional, avec un scrutin qui est le scrutin actuel municipal. Très bien. À 2 tours, proportionnel à 2 tours. Merci Pierre Mauroy. On va maintenant évoquer l'avenir politique de Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous lui envoyez un. Oui, mais alors vous voyez que sur le plan, par conséquent, de la réforme, on pouvait très bien adopter ce mode de scrutin. D'accord. On réglait l'ensemble des problèmes. Tandis qu'il a voulu faire un bing-bang. Alors, le bing-bang, comment ça va se terminer, tout ça? On verra. C'est la révolution, on verra. On parle d'une révolte des élus. Pour ça. Vous en êtes un ça risque de se terminer mal, ces histoires. Voilà. Des bing-bang. Pierre Mauroy, merci. On va parler maintenant de l'avenir politique de l'un de vos successeurs lointains, Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous lui envoyez un. En tous les cas, ses amis se réunissent ce soir à la Maison de l'Amérique latine. Ils seront plusieurs centaines autour de l'ancien Premier ministre. Point d'orgue, en quelque sorte, du procès qui a été transformé, il faut bien le dire, ces dernières semaines, en tribune politique par l'ancien Premier ministre. Marie Brémaud. Au terme des 5 semaines d'audience du procès Clearstream, une chose est sûre, Dominique de Villepin est de retour sur le devant de la scène médiatique et politique.
Pour ses proches, la faute incombe à Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin a été désigné, je dis bien désigné, comme son premier opposant par le président de la République. C'est le président de la République qui a souhaité la parenthèse, entre guillemets, du mois de septembre et du mois d'octobre. C'est lui qui l'a mis au cœur de l'actualité par le procès. C'est lui qui l'a désigné par une forme de vindicte personnelle contre lui comme étant son principal opposant. Le procès Clearstream a offert une tribune inespérée à l'ancien Premier ministre dans le creux de la vague depuis sa sortie de Matignon. Là où Dominique de Villepin a été assez malin, c'est qu'il a utilisé ce procès comme une arme politique afin de la retourner, cette arme en quelque sorte, contre celui qui l'avait brandi le premier, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Et il a eu une défense médiatique, on va dire, assez efficace sur le thème de l'instrumentalisation de la justice dont il aurait été la victime. Club politique, site internet, omniprésence dans les médias, l'animal politique ressurgit de plus belle, affichant clairement son ambition être une alternative à la politique menée par Nicolas Sarkozy. Un scénario jugé crédible par les Français. Dans un récent sondage, Dominique de Villepin est désigné comme meilleur opposant au chef de l'État devant Ségolène Royal et Olivier Besancenot. Jean-Pierre Grand est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Député de l'Hérault. On vous connaît surtout pour vos déclarations enflammées pour Dominique de Villepin. Vous l'avez même comparé un jour à Solzhenitsyn, dites-moi. Hein. Oui, il faut bien le comparer au grand. Bon, c'est pas le goulag quand même qui le menace, mais dites-nous, cette réunion ce soir, est-ce une façon de peser sur la justice? Cette réunion ce soir, c'est une réunion de militants de la République. Ce sont des femmes et des hommes qui sont attachés aux valeurs de la République, valeurs que incarne magnifiquement Dominique de Villepin. Ce sont des Françaises et des Français, de simples citoyens, qui aujourd'hui se rassemblent autour de lui. Mais nous sommes dans une période un peu particulière, Monsieur Grand. Nous sommes dans une période de référé, avec Dominique de Villepin qui risque la prison avec sursis. Est-ce que vous refusez toute peine par avance? C'est un procès politique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 60 millions de Français qui l'ont compris. Donc on ne peut pas attendre grand-chose d'un procès politique. Et puis si le procès politique, c'est pour essayer de mettre hors jeu un homme politique d'exception, les hommes d'État, malheureusement, sur la planète, il y a eu beaucoup de procès politiques contre les hommes d'État. Donc il faut... alors il y a eu une parenthèse pendant le procès, naturellement. Il faut toujours avoir beaucoup de décence par rapport envers la justice, envers les juges. Et puis maintenant, Dominique de Villepin reprend sa vie. Bon, mais vous parlez d'un procès politique. Pendant toutes ces semaines de procès, on a abordé la question d'une machination politique, quand même. Oui, mais le procès a démontré que Dominique de Villepin n'était pas à l'origine et n'était pas un acteur. On lui reprocherait maintenant simplement d'avoir su à une certaine période et de ne rien avoir dit. S'être tu, oui. Bon, excusez-moi, mais si chaque fois quelqu'un sait qu'il se tait, il se retrouve en correctionnel, ça va encombrer les palais de justice. Dominique de Villepin, il y a quelques jours, a dit qu'il gardait la main ouverte vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oui, j'écoutais votre reportage, vous le placiez comme un opposant. Non, c'est quelqu'un de différent. Or, aujourd'hui, les Françaises et les Français, ce qu'ils veulent, c'est pas des gens qui s'opposent, c'est des gens qui présentent des solutions, qui incarnent une alternative, et cette alternative, naturellement, elle ne peut venir que de propositions différentes, une réflexion autre. L'expérience de Dominique de Villepin est une expérience qui est bien connue. L'homme d'État, on l'a vu, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, et chaque fois, il a réussi. Je me permets de rappeler quand même que comme ministre des Affaires étrangères, c'était le discours de l'ONU. Comme Premier ministre, quand il a quitté Matignon, il a laissé à son successeur un endettement ramené à 37 milliards. Vous dites qu'il est différent, mais est-ce qu'il sera un opposant définitivement demain s'il est condamné, par exemple? Un opposant, bien sûr, à Nicolas Sarkozy. Il va continuer sa route. Oui. Contre vents et marées. Il est hors de question, si vous voulez, qu'il se laisse impressionner par quoi que ce soit. Est-ce que vous-même vous êtes impressionné par son comportement pendant le procès, où on l'a vu aller à l'assaut non seulement des autres prévenus, des avocats, des procureurs et des caméras? Il a été d'une très très grande sérénité, mais il a rappelé quand même un certain nombre de choses. Bien naturellement qu'il a été obligé de se défendre. Et se défendre, ça veut dire montrer combien la partie civile était prégnante, combien naturellement c'est une situation inédite au regard des droits de l'homme, de voir dans un tribunal l'ancien Premier ministre traîné devant la justice par un président de la République qui nomme les juges qui vont juger l'ancien Premier ministre. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Bon, alors vous avez des mots très enthousiastes toujours pour Dominique de Villepin, mais quand on lit les articles sur lui, les enquêtes de fond, il en dit toujours qu'il a une double facette. Il y a le poète, l'homme politique, bien sûr, vous nous rappelez sa prise de position sur l'Irak, mais il y a aussi Fouché.
Oui, mais ça, c'est quand on veut être désagréable. Je crois qu'il faut, il faut le lire et il faut l'écouter, ça suffit. Hein. Et puis, il faut avoir, avec ce qu'il a fait, un regard objectif, le regard de l'historien. Et on verra que cet homme est un homme d'État. Et que, naturellement, il ne peut pas se défendre chaque jour de quelques vilainies. Ça fait partie de la vie politique. Il y a bien d'autres choses à faire. Vous avez commencé par défendre les valeurs de la République. Est-ce que, selon vous, Dominique de Villepin peut représenter une alternative en 2012 ? Je pense que... C'est trop tôt pour le dire. Voilà, aujourd'hui, 2012, c'est pas le sujet de préoccupation des Français, peut-être de la classe politique, probablement de la presse, mais en aucun cas des Français. Aujourd'hui, le vrai problème des Français, et aujourd'hui où nous parlons, ce sont les 4,5 millions de personnes qui sont à l'agence pour l'emploi. Bien sûr. Alors, on a posé la question avec notre partenaire du NouvelObs.com. Dominique de Villepin a-t-il un avenir politique? Regardez Jean-Pierre Grand, le résultat, vous allez être satisfait. Oui, 71%, non, 23%, voyez-vous. Écoutez, voyez, la vie est belle. Alors, un dossier à suivre, on attend quand même le jugement, bien délibéré. Il aura peu d'influence sur la suite. La suite du 18h, décodage, avec Georges Fenech, après, je vous le disais tout à l'heure, la condamnation de la scientologie. Georges Fenech est donc avec nous, bonsoir. Nous recevons le président de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Alors nous l'avons vu, des condamnations prononcées contre la scientologie, amendes, des peines de prison avec sursis contre 4 de ses dirigeants. Donc une décision très importante, Monsieur Fenech, mais son activité va pouvoir continuer. Attention, cette condamnation est un tournant historique. C'est la première fois qu'une juridiction condamne le fonctionnement même de l'Église scientologie. C'est pas uniquement les personnes. Ce qui est condamné, c'est quoi? C'est l'escroquerie en bande organisée, le test de personnalité qui n'a aucune valeur scientifique, le fait de faire des pressions, le fait d'abuser de l'état de faiblesse. C'est tout cela qui est condamné. Aujourd'hui, le tribunal prononce des condamnations à des peines d'amende très lourdes, à des peines d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal n'interdit pas les activités parce que, de mon point de vue, il ne pouvait pas interdire telle ou telle activité. Comment voulez-vous interdire la vente d'un électromètre ou un test de personnalité? Pris individuellement, ces éléments ne sont pas nocifs en soi. C'est l'ensemble qui constituait la manœuvre frauduleuse qu'avait retenu le parquet pour requérir la dissolution. Il se trouve que la peine de dissolution a disparu. Est-ce que le tribunal ne l'aurait pas prononcé? On ne le saura pas. Toujours est-il que ce dispositif de dissolution a été rétabli dans notre droit positif. Ça veut dire que demain, si d'autres plaignants viennent se plaindre du même fonctionnement que l'on retrouve à Lyon, à Marseille, à Dijon, à Clermont, l'Église scientologie risquerait à l'avenir une peine de dissolution. C'est donc un grand coup de semonce à l'égard de l'Église de Scientologie. Oui. Alors, il n'y a que 2 plaignants. Le tribunal l'a bien souligné. Est-ce que vous êtes surpris par finalement le fait que les victimes soient si peu nombreuses à porter plainte? Vous savez, c'est un vrai parcours du combattant. Les victimes, lorsqu'elles arrivent à s'en sortir, essaient de se reconstruire, de tourner la page. En plus, faire des procès, c'est onéreux. Il y a le harcèlement de l'organisation, les tentatives quelquefois abouties de transactions financières, et on préfère tourner la page. C'est vrai que c'est compliqué, d'où l'intérêt d'avoir les associations comme l'UNADFI qui se sont constituées partie civile également. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Je vous repose ma question, Georges Fenech, dans l'activité de la scientologie en France qui a pignon sur rue. Alors, je crois que cette condamnation a valeur de symbole et d'information pour nos concitoyens. Nos concitoyens savent aujourd'hui que le fonctionnement de la scientologie peut leur causer un préjudice important. D'autre part, les scientologues, ceux qui ont des responsabilités dans les centres de Dianétique, savent qu'en utilisant les mêmes méthodes, ils risquent d'être poursuivis. En plus, le tribunal, vous l'aurez noté, a ordonné la publication de ce jugement, non seulement dans les journaux français, mais également à l'international, oui. Herald Tribune, Times Magazine, pour montrer un peu au monde entier, parce que l'Église de Scientologie est une organisation internationale, la position française face à une organisation qui, de manière récurrente, fait l'objet de condamnations pénales. Et la position française est très singulière. En tous les cas, c'est ce que met en avant la scientologie, puisque partout, dit-elle, on reconnaît notre liberté religieuse. Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous comprenez, finalement, ce 2 poids 2 mesures? D'abord, nous ne sommes pas sur le domaine religieux. Je ne vous parle pas de la doctrine de Ron Hubbard qui consiste à dire qu'il y a 75 millions d'années, il y aurait une guerre galactique. Tout ça, je n'émets aucune opinion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le respect de la loi. Et l'escroquerie. Qu'on soit religion ou pas religion, association, société, nous sommes dans un état de droit.
Alors vous vous êtes dit, Georges Fenech, époustouflé par la capacité de lobbying de la scientologie. C'est vrai que c'est elle qui est intervenue par des biais très mystérieux encore pour faire modifier la loi française qui aurait pu amener aujourd'hui à sa dissolution. Je n'ai à aucun moment dit cela, non, ou même pensé cela. Je ne peux pas imaginer que l'Assemblée nationale ait pu être noyauté par cette organisation. Et quand vous parlez de lobbying, est-ce que le milieu politique est également concerné? Le lobbying, c'est autre chose. L'Église scientologie est passée maître dans l'art de communiquer, de faire pression, de distribuer des plaquettes très luxueuses à l'ensemble des parlementaires. Non, moi je m'en tiens à la position du président de l'Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, dont on connaît l'engagement personnel contre les dérives sectaires, qui explique qu'il y a eu une erreur d'un administrateur à la commission des lois. Cette erreur a été rectifiée dans l'urgence dès le mois d'octobre. Donc nous avons une condamnation de la scientologie, nous avons une condamnation de la personne morale, c'est un coup de semonce, un avertissement pour l'avenir. Très bien, mais si on s'intéresse quand même à ce qui s'est passé ces derniers mois avec cette modification subreptice de la loi, est-ce que cette affaire sera tirée au clair véritablement un jour, selon vous? Alors, je vous rappelle que c'est moi-même qui l'ai rendu public. Oui. Je rappelle aussi que cette péripétie législative, j'ai fait part de ma consternation, demandé au garde des Sceaux de rétablir l'ancien dispositif, ce qu'elle ait fait en accord avec le Parlement. Pour le reste, je ne suis pas un enquêteur. Oui. Il ne s'agit pas pour moi d'aller enquêter sur qui que ce soit. Ce sont aux auteurs de la loi à s'expliquer. Ils l'ont fait. Je m'en tiens là. Merci Georges Fenech. Fin de ce 18h. Dans un instant, déshabillons-les, l'émission de décryptage de la communication politique avec Hélène Risser. Donc le thème ce soir, je vous le rappelle, quand un scandale emporte un élu. Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles. Et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.